Il y a quelque chose qui cloche. Tu l'as déjà ressenti, même si tu n'as jamais su exactement comment le nommer. C'est ce sentiment diffus, cette impression que certaines réactions, certains comportements ne sont pas logiques. Comme si certaines personnes, peu importe leur âge, continuaient à jouer un rôle qui n'a plus de place dans le monde adulte. Elles réclament sans donner, s'effondrent au moindre obstacle et accusent tout le monde sauf elles-mêmes lorsque la vie ne suit pas leur scénario. Si tu as déjà été confronté à ces jeux psychologiques, si tu as déjà senti que quelque chose n'allait pas dans la dynamique de certaines relations, alors tu sais une chose, l'immaturité n'est pas un caprice passager. Ce n'est pas une simple phase qui s'efface avec le temps. C'est une prison mentale, un état d'être figé dans le passé où la responsabilité est un fardeau trop lourd à porter. Mais avant de juger, il faut comprendre. Parce que derrière cette immaturité se cache quelque chose de bien plus profond, une peur enracinée, un mécanisme de défense inconscient, transmis de génération en génération. Carl Jung l'avait compris bien avant nous. L'immaturité psychologique n'est pas un hasard, elle est un processus bloqué, une évolution interrompue. À travers ses travaux sur les archétypes féminins, il a identifié les schémas de pensée et de comportement qui piègent certaines femmes dans une adolescence éternelle. La vraie question est, pourquoi certaines restent-elles bloquées dans ces rôles? Et surtout, comment en sortir? L'immaturité n'est pas un simple caprice. Elle ne vient pas de nulle part. Beaucoup de gens pensent que certaines femmes refusent de grandir par paresse ou par confort, mais la réalité est bien plus complexe. Derrière cette immaturité se cache un mécanisme de défense puissant, une réponse psychologique à une peur profonde, celle de perdre un statut protecteur, celle d'affronter une autonomie qui fait peur. En restant dans cet état d'enfance psychologique, elles évitent la responsabilité, la douleur du rejet et les exigences du monde adulte. Mais alors, si c'est un mécanisme de défense, est-ce vraiment un choix? Oui et non. À un certain niveau, ce comportement a été encouragé par la société, par l'éducation, par des schémas culturels qui valorisent la fragilité féminine. Cependant, à un autre niveau, continuer à jouer ce rôle devient un choix inconscient, car à un moment donné, toute personne a la possibilité de se regarder en face, de briser le cycle, de grandir. Mais grandir signifie affronter ses peurs, et tout le monde n'est pas prêt à payer ce prix. Carl Jung nous donne un cadre pour comprendre cela. Selon lui, chaque individu traverse différentes étapes de développement psychologique, et certaines personnes restent coincées dans une phase sans jamais atteindre la maturité émotionnelle complète. Chez les femmes, cette stagnation psychologique se manifeste à travers plusieurs archétypes, des rôles inconscients qui se répètent encore et encore. La question est donc simple. Quelles sont ces phases? Et pourquoi certaines femmes ne les dépassent jamais? Carl Jung a identifié des modèles psychologiques universels qui influencent la façon dont nous pensons, ressentons et interagissons avec le monde. Il appelait ces modèles des archétypes, des figures symboliques qui représentent les différentes facettes de la psyché humaine. Dans le cas de l'immaturité féminine, 3 archétypes se distinguent: la fille, la princesse et la magicienne. Ces 3 figures incarnent différents niveaux d'immaturité émotionnelle, chacune avec ses propres mécanismes de défense et stratégies d'évitement. Ces archétypes ne sont pas de simples rôles stéréotypés. Ce sont des états psychologiques réels, dans lesquels certaines femmes se retrouvent piégées, sans même en avoir conscience. La fille est celle qui refuse de grandir, qui recherche la protection et l'innocence comme bouclier contre la réalité. La princesse est celle qui croit que tout lui est dû, qui attend du monde qu'il la serve sans effort de sa part. Enfin, la magicienne est celle qui a compris comment manipuler son entourage pour éviter toute remise en question. Mais voici la question essentielle. Pourquoi certaines femmes évoluent et d'autres restent figées dans ces rôles? La réponse se trouve dans le conditionnement social, dans la peur du rejet, mais aussi dans le confort que procure l'immaturité. Parce que grandir signifie perdre des privilèges. Et tant que ces archétypes sont valorisés, consciemment ou inconsciemment, il devient difficile d'en sortir. Explorons maintenant ces 3 figures en détail et voyons comment elles façonnent les comportements immatures dans la vie quotidienne. Elle est l'archétype le plus évident, celui qui saute aux yeux dès qu'on y prête attention. La fille, c'est la femme qui refuse de grandir, qui s'accroche à une innocence feinte pour éviter d'affronter la complexité du monde adulte. Elle cherche constamment à être protégée, prise en charge, sauvée. Ce n'est pas seulement une posture, c'est une manière de voir le monde. Elle croit que quelqu'un viendra toujours réparer ses erreurs, porter ses fardeaux,
lui épargner les conséquences de ses actes. Et si cela ne se produit pas, alors c'est la faute des autres. Son arme la plus puissante, la fragilité. Lorsqu'elle est confrontée à un conflit, elle ne cherche pas à le résoudre avec maturité. Elle pleure, elle dramatise, elle fait appel à la compassion des autres pour détourner la conversation et éviter toute confrontation directe. Elle ne négocie pas, elle manipule. Plutôt que d'assumer ses responsabilités, elle préfère être la victime d'une situation injuste, d'un partenaire insensible, d'un monde cruel, qui ne comprend pas sa douleur. Ce schéma est renforcé par la société qui, pendant des siècles, a récompensé la douceur et la dépendance chez les femmes tout en décourageant l'affirmation de soi. Mais voici la vérité que personne ne dit, jouer la fille a un prix. À force de rechercher un sauveur, elle se condamne à ne jamais avoir de véritable pouvoir sur sa vie. Elle devient émotionnellement dépendante, incapable de faire face aux défis seule. Et pire encore, à mesure que le temps passe, elle réalise que le monde ne prend plus soin d'elle comme avant. L'innocence séduit à 20 ans, mais devient un fardeau à 40. Que se passe-t-il alors? La frustration, la panique, la colère. Ce moment où la fille doit choisir, continuer à jouer ce rôle, ou enfin affronter la réalité. Si la fille se cache derrière la fragilité, la princesse, elle, ne se contente plus d'attendre d'être sauvée. Elle exige. Cet archétype représente la femme qui croit que tout lui est dû. Amour, succès, attention, sans jamais fournir l'effort nécessaire pour les mériter. Elle vit avec l'idée que sa simple existence devrait suffire pour que le monde la traite comme une élite, comme une personne spéciale, au-dessus des règles communes. Mais la réalité finit toujours par la rattraper, car la vie ne récompense pas les attentes passives. Lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites, la princesse ne se remet jamais en question. Son premier réflexe est d'accuser les autres. Ses parents ne lui ont pas donné assez, son partenaire ne l'aime pas comme il faudrait, la société ne la valorise pas comme elle le mérite. Elle se sent trahie par un monde qui ne répond pas à ses désirs, comme si elle avait été trompée par une promesse invisible. Son comportement oscille entre la frustration et l'indignation. Elle méprise ceux qui, selon elle, ne la traitent pas à sa juste valeur, mais elle refuse de voir que cette valeur ne se décrète pas. Elle se construit. Le vrai problème, c'est que la princesse n'a jamais appris à gérer la frustration. Elle n'a jamais compris que la vie ne suit pas un script écrit selon ses caprices. Et lorsqu'elle découvre que personne ne viendra lui donner ce qu'elle attend, elle est confrontée à un choix, accepter la responsabilité de son destin ou sombrer dans l'amertume et le ressentiment. Car la princesse qui refuse de se réveiller finit souvent par devenir une reine déchue, incapable de comprendre pourquoi le monde a cessé de l'adorer. Si la fille cherche la protection et la princesse exige des privilèges, la magicienne, elle, a compris que l'innocence et la fragilité ne suffisaient pas toujours. Elle a évolué vers un autre niveau d'immaturité, celui du contrôle. Cet archétype représente la femme qui a appris à manipuler, à utiliser la séduction, le mensonge et le chaos émotionnel comme arme pour éviter d'affronter ses propres insécurités. Elle ne cherche pas l'amour, mais le pouvoir. Elle ne veut pas être sauvée, elle veut dominer ceux qui l'entourent. Contrairement aux deux premiers archétypes, la magicienne ne se perçoit pas comme une victime. Au contraire, elle se voit comme une stratège, une femme qui sait exploiter les failles psychologiques des autres pour obtenir ce qu'elle veut. Son terrain de jeu favori? Les émotions. Elle sait exactement comment flatter, comment faire culpabiliser, comment manipuler la perception des autres pour toujours garder l'avantage. Et si elle est confrontée, elle retourne la situation à son avantage, créant du doute, de la confusion, des conflits qui détournent l'attention de ses propres failles. Mais voici la vérité que personne ne dit. La magicienne n'est pas aussi puissante qu'elle le croit. Derrière ces jeux psychologiques se cache une peur immense, celle d'être réellement vulnérable, d'être vue sans masque, sans contrôle. Elle joue avec les autres pour éviter de se regarder en face, mais à long terme, cette fuite a un prix, car manipuler les autres, c'est aussi construire des relations superficielles et instables. Un jour, la magicienne se retrouve seule, entourée de méfiance et de rancune, incapable de comprendre pourquoi son pouvoir s'est retourné contre elle. Pourquoi ces archétypes persistent-ils? Pourquoi tant de femmes restent-elles coincées dans ces rôles d'immaturité? La réponse est simple, parce que la société les encourage. Pendant des siècles, la fragilité féminine a été perçue comme une qualité, une forme de charme, presque une vertu.
Les femmes ont été conditionnées à croire que leur plus grande force n'était pas leur intelligence ou leur indépendance, mais leur capacité à être protégées, désirées et admirées. On leur a appris que leur valeur ne résidait pas dans ce qu'elles accomplissaient, mais dans la façon dont elles étaient perçues. Mais voici le paradoxe. La société punit aussi les femmes qui refusent de jouer ce jeu. Lorsqu'une femme décide de sortir de ses archétypes, elle est souvent critiquée. On la qualifie de froide, d'égoïste, d'insensible. On lui reproche d'avoir perdu sa féminité, simplement parce qu'elle refuse de se conformer aux attentes traditionnelles. Une femme indépendante et mature est une femme que l'on ne peut ni contrôler ni manipuler, et cela dérange un système qui a toujours fonctionné sur l'équilibre fragile entre dépendance et domination. C'est donc un piège. Les femmes sont poussées à l'immaturité, mais blâmées lorsqu'elles en souffrent. Celles qui restent dans l'enfance émotionnelle sont confrontées aux limites de leur dépendance. Celles qui choisissent de grandir sont ostracisées pour avoir brisé le moule. Alors, comment échapper à ce cycle? La réponse est brutale. Il faut être prête à payer le prix de la liberté. Il faut accepter que la maturité implique une solitude temporaire, une confrontation avec soi-même et un rejet du confort illusoire que la société propose. Mais que se passe-t-il lorsque ces rôles cessent de fonctionner? Lorsque la femme qui a toujours compté sur sa fragilité réalise que plus personne ne veut jouer le rôle du sauveur. Lorsque la princesse comprend que la vie ne suit pas son script idéal. Ou lorsque la magicienne découvre que ses manipulations ne lui apportent que solitude et méfiance. C'est à ce moment-là que surgit une crise d'identité. Une fracture entre l'image qu'elles avaient d'elles-mêmes et la réalité du monde qui ne répond plus comme avant. Et cette prise de conscience est terrifiante. La frustration s'accumule, la confusion grandit, et souvent, l'émotion qui en résulte est la colère. Colère contre les hommes qui ne jouent plus le rôle de protecteur inconditionnel. Colère contre les femmes plus indépendantes, perçues comme une menace. Colère contre la société, contre le système, contre un monde qui semble avoir trahi une promesse invisible. Mais la véritable trahison ne vient pas de l'extérieur. Elle vient d'un mensonge qui a été intériorisé depuis l'enfance. L'idée que l'on pouvait échapper aux responsabilités de la vie adulte sans conséquence. Et c'est là que deux chemins s'ouvrent. Soit la femme accepte de faire face à cette réalité et amorce un véritable processus de transformation, soit elle s'enfonce encore plus dans le déni, dans la victimisation et le ressentiment. Et c'est ainsi que certaines deviennent des figures amères et destructrices, rejetant la faute sur le monde entier plutôt que d'admettre qu'elles doivent évoluer. Mais refuser de grandir a un coût, car à un moment donné, l'illusion se dissipe, et la seule question qui restait, qu'est-ce qu'il reste quand tout ce que l'on croyait vrai s'effondre? Grandir n'est pas un triomphe, c'est une épreuve. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, atteindre la maturité ne signifie pas obtenir une récompense, mais accepter un fardeau. Celui de savoir que personne ne viendra nous sauver, que nos erreurs nous appartiennent, que nos réussites sont le fruit de nos propres efforts et de nos propres échecs. C'est une vérité brutale que beaucoup refusent d'affronter, car elle signifie abandonner les illusions réconfortantes de l'immaturité. C'est pourquoi la maturité est souvent perçue comme froide, dure, impitoyable. Une femme qui ne joue plus à être la fille, la princesse ou la magicienne devient une anomalie. Elle ne suscite plus la même indulgence, elle ne peut plus se cacher derrière des excuses, et surtout, elle devient imprévisible pour ceux qui avaient l'habitude de la manipuler ou de la protéger. La maturité impose une indépendance qui fait peur, non seulement à celles qui l'embrassent, mais aussi à ceux qui l'entourent. Car une femme mature ne peut pas être contrôlée. C'est pourquoi beaucoup choisissent de ne jamais faire ce pas, parce que la liberté a un prix, et ce prix est la solitude temporaire, la responsabilité constante et la nécessité de faire face à soi-même sans masque ni rôle à jouer. Mais au bout du chemin, il y a une chose que l'immaturité ne pourra jamais offrir, la véritable autonomie, la paix intérieure et la capacité de construire une vie qui ne dépend de personne d'autre. La question est simple. Combien sont prêtes à payer ce prix? L'immaturité n'est pas qu'un simple défaut de personnalité. Lorsqu'elle s'installe durablement, elle devient une force destructrice, non seulement pour celle qui en souffre, mais aussi pour son entourage. Une femme qui refuse de grandir finit par abîmer tout ce qu'elle touche, ses relations, sa carrière, son propre bien-être. Elle attire des conflits constants, provoque des drames inutiles et repousse les personnes qui pourraient l'aider à évoluer. Ce n'est plus une simple faiblesse, mais une spirale toxique qui finit par l'isoler. Car voici la vérité inconfortable.
Le monde cesse tôt ou tard de récompenser l'immaturité. Au début, la fille est mignonne, la princesse est charmante, la magicienne est fascinante. Mais avec le temps, ces traits deviennent insupportables. Les hommes se lassent de jouer les sauveurs. Les amis finissent par prendre de la distance. Les employeurs ne tolèrent pas les caprices éternels, et lorsqu'il n'y a plus personne à manipuler, plus personne à blâmer, il ne reste qu'une chose, le vide. Et c'est là que l'immaturité atteint son point le plus dangereux. Certaines, au lieu de faire face à leurs erreurs, choisissent une autre voie, la haine, le ressentiment, l'autodestruction. Elles accusent le monde entier de leurs échecs, attaquent ceux qui leur rappellent ce qu'elles ne seront jamais, et se complaisent dans un rôle de victime éternelle. À ce stade, l'immaturité n'est plus une faiblesse, mais une cage auto-imposée dont il devient presque impossible de sortir. La question est donc simple. Combien seront capables de voir ce piège avant qu'il ne soit trop tard? Lorsqu'une femme refuse de grandir, ce n'est pas seulement par confort ou par peur. C'est aussi parce que la maturité est perçue comme une menace. Dans un monde qui a longtemps valorisé la fragilité féminine, une femme qui s'affirme, qui prend ses responsabilités, qui ne joue plus au jeu de l'enfance, devient une anomalie. Et ce qui est différent, ce qui échappe au contrôle des autres, est souvent attaqué. Voilà pourquoi tant de femmes mûres sont qualifiées de dures, insensibles, trop indépendantes. Parce qu'une femme qui ne demande plus rien à personne dérange. Et ce rejet ne vient pas uniquement des hommes. Il vient aussi d'autres femmes, celles qui, inconsciemment, sentent qu'elles ne pourront plus jouer selon les mêmes règles, face à quelqu'un qui a brisé le cycle. Une femme mature est une femme qui ne se laisse pas manipuler, qui ne se laisse pas influencer par des jeux d'ego ou de dépendance. Elle expose, sans le vouloir, les failles des autres. Et c'est là que la véritable révolte commence. Une attaque contre celles qui ont choisi de ne plus jouer. Mais voici la réalité brutale. Grandir ne signifie pas chercher l'approbation des autres. Une femme qui a atteint la maturité sait qu'elle sera critiquée, mal comprise, mise à l'écart par certains. Mais elle sait aussi que la seule alternative, c'est de rester enfermée dans une prison mentale. La vraie question n'est donc pas « vais-je être acceptée si je grandis ?», mais plutôt « suis-je prête à affronter le rejet pour être enfin libre ?» Au bout du compte, tout se résume à un choix. Continuer à jouer un rôle, ou enfin affronter la réalité, rester dans l'illusion du confort, croire que le monde nous doit quelque chose, ou accepter la vérité brutale. Personne ne viendra nous sauver, et notre vie est entre nos propres mains. Mais ce choix a un prix. Se réveiller, c'est renoncer aux excuses, aux privilèges de l'innocence feinte, aux attentes irréalistes que l'on place sur les autres. Se réveiller, c'est prendre la responsabilité totale de qui l'on est, et c'est là que réside le vrai test. Beaucoup préféreront continuer à jouer, parce que c'est plus facile d'accuser le monde, plus facile de chercher des coupables, plus facile d'attendre un miracle plutôt que de bâtir sa propre existence. Mais celles qui osent faire ce pas, celles qui ont le courage de regarder en face leurs propres failles, leurs propres contradictions, celles-là deviennent enfin libres. Elles ne sont plus définies par leur passé, par leur peur, par les attentes des autres. Elles deviennent maîtresses d'elles-mêmes. Alors la question est simple. Combien auront le courage de faire ce choix? Parce qu'à la fin, il n'existe que deux chemins. Continuer à jouer, ou enfin, se réveiller. Lequel choisiras-tu?